Bonjour, bonjour. Deuxième live de la journée, c'est incroyable. Ça s'accélère, hein. On sent que c'est bientôt la fin du confinement et qu'on en fait plus, encore plus, toujours plus. J'espère que vous avez apprécié mon live avec mon ami Audrey Pirot. Moi, j'ai appris des choses et donc à partir du moment où j'apprends, je kiffe. Donc voilà, c'est un peu le but de mes lives. Et aujourd'hui, c'est le live cinéma. Le live cinéma avec François Sorel de la chaîne Le Fossoyeur de films. Voilà, il est critique de cinéma, il est écrivain, il est là. Quand t'as me Waouh! à chaque fois, ça me... Wouh! Ça va? Ça se marche si vite. C'était trop bien. Ton entrée Voilà. était fracassante. Oui, effectivement. Du coup, je suis. Attends. Tu veux que je refasse mon entrée ou est-ce que tu veux que je ne sais Termine, pas. termine. De toute façon, il Très n'y a bien. que le haut qui a besoin d'être présentable. Finalement, le bas, on ne voit pas. Tout Tant va mieux. bien. Au revoir. Ça me fait Du coup, plaisir. attends. C'est bon. Tu sais que la dernière fois qu'on s'est vu, on a gagné un burger quiz. C'est vrai. Absolument. À Frames Festival, on était pas peu fiers. On était très doués ensemble. Nos Et si je ne me trompe cerveaux. pas, Comment? on a gagné. Si je ne me trompe pas, on a gagné grâce au caca, sur des questions de caca. Exactement. Ça, tu n'étais pas forcément obligé de le notifier. Les gens doivent savoir. Les gens doivent savoir. C'était un burger quiz d'art contemporain. Pour tout dire. Oui, voilà. C'était du caca contemporain. C'était de l'artistique, voilà, autour du caca. On est bien Exactement. d'accord. Ça me fait plaisir que tu dises ça parce que je vais inviter Julien Méniel à parler notamment de son livre autour du caca la semaine prochaine. Donc finalement, on Ah reste ouais. dans le cadre. Jean-Michel Transition, si tu as besoin d'une autre transition, Exactement. Tu appelle-moi. me Y a demandes. pas de souci. Bon, comment Comment ça tu va? vas? Ah ah! Ah, on est Tellement tellement synchro. connectés, on parle en même temps, on est synchro, on est. Écoute, moi ça va très bien. Figure-toi que j'attends ce live depuis. D'ailleurs, ça fait super longtemps que je te demande et tu n'étais pas en France. Et non, effectivement. Parce que tu sais que le cinéma, pour le coup, autant la cuisine, j'y connais rien, autant la musique, c'est pas mon fort, autant le cinéma, je suis absolument cinéphile. Donc, si je devais choisir un thème par moi-même ou si je devais faire une chaîne spécialisée sur un thème, ça serait bien le cinéma. Donc voilà, je suis très Pourquoi contente. ne le fais-tu pas? Parce que tu le fais très bien, François. Je ne voudrais pas te faire de l'ombre. Mais fais-moi de l'ombre, s'il te plaît. Mais si, ça serait si bien. Ça serait si bien. En plus, il manque de créateurs de contenu ciné féminine sur YouTube. Donc il Écoute, faudrait. me chauffe pas trop. Peut-être que ça pourrait arriver. Peut-être. J'espère. J'espère. En tout cas, si D'accord. ça arrive, ça serait ce qui est le plus cohérent vis-à-vis de moi parce que c'est pour ça que je suis devenue comédienne. En fait, c'est en regardant des films et en me disant, oh, je veux être Meryl Streep. Voilà. Alors, une question que je me pose souvent, c'est est-ce que tu te souviens du tout premier film que tu as vu de ta vie? De ma vie, non, mais de ma vie au cinéma, oui. D'accord. Donc c'était quoi, le premier au cinéma? Mary Poppins. Ah, t'avais quel âge? J'avais 6 ans, 7 ans. Ouais, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Tu te souviens plus du film ou de la sortie en elle-même? Alors, tu sais de quoi je me souviens, et c'était horrible, c'est que j'avais rendez-vous chez le dentiste et on avait 1 heure d'avance. Donc, ma mère m'a emmené voir Mary Poppins, mais seulement 1 heure. Donc, elle m'a sorti de la salle en plein Bah, milieu du film. Et ça a été chaud. le drame de ma vie. Parce que j'étais tellement scotchée au film que je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait invitée au cinéma pour ne pas aller jusqu'au bout. Et donc, depuis, j'ai réclamé la cassette VHS à l'époque, hein, parce que je suis un peu un dinosaure. On regardait cassette VHS et je l'ai regardé, je pense, 150 fois dans le salon, genre vraiment pour me venger. Ah ouais. Donc ta carrière de cinéphile a commencé avec un micro-traumatisme. Exactement. Et toi, c'était quoi? J'en ai aucune idée. C'est pour ça que je pose la question à des gens, c'est un truc qui me fascine. Je sais pas à quel âge on commence à avoir réellement des souvenirs. C'est quoi? C'est 4 ans, 5 ans? Des souvenirs que tu gardes vraiment toute ta vie ou que tu commences à avoir Je les pense, premiers? ouais. Enfin, moi, je me souviens de mon CP, mais pas trop avant. Donc, Ouais, 6 ans, moi, je dirais, pour moi. d'accord. Et du coup, moi, déjà mon premier souvenir tout court, impossible de savoir. Et alors, cinéma, je sais pas pourquoi j'avais Aladdin qui me restait en tête pendant un bon bout de temps, mais en fait pas du tout, c'était bien plus tard. Donc je sais pas. Mais voilà. Et, Du et coup, mon premier, en tout cas, vrai film, même si c'est un vrai film, Mary Poppins, mais qui soit pas forcément pour les enfants, c'était Le Cercle des Poètes Disparus. Et c'est clairement ça qui m'a donné envie de faire ce métier. d'accord.
parce que dans le film, je trouve ça horrible. Tu sais, il se prend goût pour le théâtre et son père veut pas qu'il en fasse et du coup, il se suicide. Ouais. Spoiler! Oh my God! Pour ceux qui n'ont pas vu, désolé. Ah, c'est tellement violent de raconter un film comme ça. Et, Il y a prescription pour au-delà d'un certain temps. ouais, d'accord, on est d'accord. Ça tombe dans le. Tout le monde l'a vu. Mais et moi, je me suis dit, bah, moi, je ferai ça et mes parents m'en empêcheront pas. Voilà. Donc ça m'a donné envie de suivre ce chemin-là. Allez, donc c'était pas une vocation de professeur, c'était une vocation de comédienne. C'est pile ou Exactement. face. Et d'ailleurs, je vais te faire une super belle transition parce que ma première anecdote, elle est sur Robin Williams, Allez. qui a le rôle principal dans le Cercle des Poètes Disparus et qui voulait absolument jouer dans un film, dans une saga plus précisément, qui s'appelle Harry Potter. Je sais pas si tu connais. Non. Qu'est-ce que Non, c'est? Mais attends, il voulait jouer dans Harry Potter? il Je voulait sais pas. tellement jouer dans Harry Potter et il a fait jouer de ses contacts pour, euh, pour faire un petit peu de forcing parce qu'il voulait absolument jouer le rôle. Bah, dans quel rôle d'ailleurs Spontanément, j'ai envie de dire Lockhart. Gilderoy Eh ben, Lockhart. eh ben, non. Ah bon? C'est dans mon Dumbledore? Je sais pas. suspense. Gandalf? Non. Harry, non. Hagrid. Non. Bon, il est au moins aussi poilu, de toute façon, donc ça aurait fonctionné. Et il avait même fait un casting, enfin des essais avec une barbe collée, tu vois, pour la Sérieux? ressemblance. Ouais, Je sais pas du le tout. rôle qui a été finalement attribué à Robbie Coltrane. Et alors, Robbie tu sais Coltrane. pourquoi il l'a pas eu? Parce que Parce J.K. qu'il était pas assez Rowling, épais? parce que quoi? Il était pas assez épais? Je sais pas. Non, Il non, quand non, même. pas du tout, pas du tout. En fait, J.K. Rowling voulait absolument et a énormément insisté, quitte à se brouiller avec plein de gens qui voulaient réaliser la saga. Même Spielberg le Ouais. voulait au départ. Elle voulait absolument que le casting soit anglais. Ah, ouais, bah oui, 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 du coup, carrément. Mais attends, j'essaie de trouver des contre-exemples, du coup, dans le casting, qui n'est pas anglais. J'ai pas de Bah, bon contre-exemples qui courage. viennent là tout de suite. Ouais, Bah, il y a clairement. Clémence Poésie. Il y a Clémence Poésie qui est française. Attends, Certes, certes. Mais j'ai l'impression que c'est Et, même euh, un running et gag, d'ailleurs, Harry Potter. C'est un running gag pour les acteurs britanniques, ceux qui n'ont pas été dedans. Genre Martin Freeman, genre ce genre de gars qui en interview dit ouais, ben non, mais j'étais pas été invité. Comme s'ils avaient tous été un petit peu refoulés à une soirée super cool. Et qu'ils étaient parmi la minorité en fait. Parce que les acteurs britanniques, c'est vraiment une famille. Tu les revois tout le temps entre eux, les productions de la BBC. Tout le monde en fait se connaît, tout le monde interagit quoi. Donc c'est assez drôle. bah, c'est ça. Puis là, comme il y a énormément de rôles, c'est vrai que tu peux mal le prendre si tu es un acteur un peu bankable anglais et que tu n'as même pas passé les essais, tu vois. Je pense que tu te dis, bon, bah, j'ai peut-être un peu raté le coche, puis tout le monde voulait en être. Figure-toi que le C'est rôle de ça. Clémence Poésie avait été proposé à Kate Winslet. Sérieux? Et, Mais elle était et trop vieille, non? oh, t'es dur. Bon, il y Ah a non, peut-être mais je veux dire, Clémence Poésy, enfin, elle est censée, Fleur de la Cour, elle est censée quoi, avoir 15 ans? Et Kate Winslet, elle avait quoi, déjà 35 balais à l'époque, non? je crois qu'elles ont, non, je crois qu'elles ont 6-7 ans d'écart, hein. Pas plus, pas beaucoup Ah plus. ouais? D'accord. Ouais, ouais. Je pense que, ben non, mais Kate Winslet, c'est parce qu'on l'a connue à 18 ans dans Titanic. Mais elle est pas très, Ah, je pas pensais très, qu'elle très était déjà un jeune. petit peu plus âgée dans Titanic. Ok. Non. Et du coup, et Kate Winslet, c'est son agent qui a refusé le rôle en disant que c'était trop petit pour elle, alors que elle aurait aimé le faire. Et donc, Ah, elle a regretté la décision de son agent. Je trouve ça dingue d'ailleurs qu'un agent refuse d'emblée quelque chose sans en parler à sa comédienne, parce que, je veux dire, il n'y a pas de petit rôle. ouais. Si c'est dans un truc beaucoup trop cool, tu peux faire même une apparition d'une journée, c'est très chouette. Bah, clairement. Et comment elle s'appelle, la directrice de Beaubaton, déjà? Mais en Ah, tout cas, c'était Carole Bouquet qui était censée l'interpréter. Je sais plus pourquoi c'est c'était vrai. pas fait. C'était très, très avancé, ouais. Apparemment, c'était vraiment ce qui allait se faire. Et ils ont casté cette comédienne qui est très cool, très mémorable, mais effectivement qui est pas française, quoi. Du Ouais, coup, quand elle parle français, c'est un peu. C'est un truc dans les films hollywoodiens, notamment le rapport à l'accent. Enfin, les Français jouaient pas par des Français. J'ai vu ça récemment en regardant sur la plateforme Shadows, une plateforme qui vient de se créer autour du film de genre, ouais. qui est pas mal du tout d'ailleurs. Et ils mettent le premier film de John McTiernan sur la plateforme qui date de 86, 4, enfin par là.
Et c'est un film fantastique qui se passe à Los Angeles avec un anthropologue qui part à la recherche de nomades, des trucs. Enfin, voilà, il y a des phénomènes un petit peu chelous qui vont se passer. Et l'anthropologue est français. Et c'est Pierce Brosnan qui le joue. Oh my God. Et Et le fait avec un accent horrible. ah, mais c'est démentiel. Parce qu'au début, c'était Gérard Depardieu qui était censé l'interpréter. Mais finalement, ils Ouais. l'ont fait avec Brosnan parce qu'il était plus vendeur, j'imagine, peut-être à l'époque. Il sortait de la série Remington Steele. Et du coup, il a un rôle très important dans le film. Il est en couple avec une nana qui est française, mais pas du tout jouée bien française non plus. Et déjà, c'est complètement aberrant parce que tu les vois dans l'intimité se parler l'un à l'autre en anglais, avec un accent français dégueulasse, fake. Et des fois, ils switchent en français, le temps de passer deux, trois mots qui sont abominablement mal dits, surtout chez Brosnan. Et rien dans le film ne justifie que le mec soit français. Il y a des fois, tu comprends pas sur les films des trucs qu'ils vont faire qui, dans la logique de production, ils vont garder des choix qui sont complètement aberrants et tu te retrouves avec ce genre de truc. Écoute, ça me fait mal de dire ça parce que j'adore l'acteur, mais est-ce que tu as vu Enemies avec Marion Cotillard et Brad Pitt? C'est celui de Zemeckis. Je l'ai pas encore vu celui-là. Ok. Brad Pitt est censé Ah, jouer un Québécois. ah, merde. Il parle français, c'est juste, on ne le comprend pas du tout. Et il parle beaucoup français dans le film. Et je me demande à quel moment sa partenaire, qui est quand même française, lui a pas dit vraiment, Brad, c'est juste vraiment, on ne comprend pas. On ne comprend pas quand tu parles. C'est-à-dire que Ouais. c'est comme Joey dans Friends. Tu vois, la vanne de Joey dans Friends quand il dit ah, blue, 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 blue. Je C'est m'appelle ça. Joël. C'est ça. Je Mais ouais. m'appelle. Voilà. Après, c'est vrai que dans le rush du tournage, et quand t'as Brad Pitt à côté de toi, c'est un peu compliqué de dire, bon mec, c'est à chier ce que tu fais. Non, c'est pas à chier parce que non, parce que c'est pas sa langue. Donc moi, Ouais, si à la limite je parle chinois et qu'un chinois me dit, je vais juste rectifier un tout petit peu ton accent, je sais pas, hein. Mais j'aimerais bien parce que si j'ai des retours genre Juliette, ton chinois c'est pas possible, c'est pas ma spécialité, je peux pas, j'ai pas d'ego par rapport à ça, tu vois. ouais. Mais est-ce que toi, inversement, ça te fait ça quand dans des films anglo-saxons ou autres, t'as des gens, des Français qui jouent des personnages français et qui, dans le contexte de scène, vont parler français tout à coup, et bizarrement, ils parlent, enfin, ils savent parler français du coup, mais ça sonne un petit peu faux, comme s'ils n'étaient pas dirigés de la même manière, ou comme si le réalisateur qui parle pas français pouvait pas les diriger ou savoir comment jouer sur telle ou telle intonation ou quoi que ce soit, et du coup, ça faisait cette espèce de dissonance un peu bizarre. Genre, je sais pas, Canet et le doyen dans la plage. Ou dans The Inglourious Revenant. Bastards, Ouais, ou dans The Revenant, il y a un gars français aussi à un moment qui parle dans une scène. je vois ce que J'étais tu veux avec dire. une, j'étais avec une pote qui est comédienne aussi, qui est sortie du cinéma, qui dit mais c'est une catastrophe cette scène. Et c'est un peu compliqué de savoir pourquoi, parce que la personne parle très bien, c'est pas un souci, mais il y a cette dissonance bizarre. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vois une image de synthèse pas tout à fait réussie, qui est bizarre, c'est pas tout à fait le comportement humain, mais tu sais pas mettre le doigt sur ce qui cloche. Comme si c'était Alors, tellement naturel pour nous que c'est peut-être le dialogue. En général, ce qui pêche, c'est quand le dialogue est pas assez naturel et qu'on t'autorise pas à le remanier à ta sauce. ouais, Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il y en a qui parlent de Inglourious Basterds. Je pense que, par exemple, il est temps. À un moment donné, il doit dire il est temps. Personne ouais, dit il est temps. On doit y aller. On est pressé. Mais il peut pas le changer. Il est obligé de se taper des phrases comme ça. Donc, pour lui, c'est extrêmement dur d'être naturel avec un dialogue qui ne l'est pas. ouais. En plus, Tarantino qui est très proche du texte, généralement, ça doit être compliqué de changer la moindre virgule, quoi. C'est ça, peut-être qu'ils ont suggéré et puis ils n'ont pas voulu faire d'impair ou se fâcher avec qui que ce soit, donc ils se sont dit bon bah je vais le dire de la manière la plus naturelle possible. Mais quand c'est écrit, très écrit, et que tu peux pas mâcher les mots, c'est compliqué d'être très juste en fait. Ouais. Toi, en tant que Je pense que comédienne, justement, quand tu as affaire à un texte qui est parfois écrit de manière trop littéraire, comment t'as une manière d'aborder particulière ou tu essaies de l'adapter sur des petites subtilités de formulation ou... moi j'essaie de proposer toujours quelque chose qui me va à moi, qui me correspond à mon phrasé, à ma nature, en respectant bien sûr les scénaristes et en proposant en amont, en disant c'est pas contre le texte, mais moi je le sens plus comme ça. 90% du temps ils disent ok. Ouais, Sauf si peut-être un dialogue écrit par Michel Audiard. J'ai jamais travaillé avec des gens très très précis et c'est carrément de la mécanique du verbe, tu vois, où tu as l'impression qu'une formule c'est un bon mot. ouais. Mais en Après, général, c'est ouais. cool. Ça dépend après si tu veux jouer de manière naturelle.
Ou si des fois, selon le projet, j'imagine que tu peux développer un type de jeu un petit peu différent, un peu plus Carrément. Ah bah, volontairement un petit peu fake. si tu veux jouer dans Portrait de la jeune fille en feu, par exemple, que j'ai vu récemment, qui est très beau, très poétique, très stylisé, c'est un exercice de style. Donc, ça serait dommage d'être trop nature, trop relax, trop strict dans un projet qui est censé être un peu, euh, voilà, historique. Et puis, c'est surtout. Tu l'as vu, non? Non, tu l'as pas vu? Pas encore, pas encore. Ah, J'essaie ok. de voir. Mais c'est marrant parce qu'il était diffusé là où j'étais à l'étranger. Mais j'ai pas eu l'occasion de le De voir couper l'œil. encore. Ouais. Ça va être Et très difficile de trouver un équilibre justement entre ce côté naturel qui pour toi spontanément te dit ok c'est bon, ça va être une bonne prise où j'ai performé de manière naturelle et ce décalage vis-à-vis de toi-même où tu commences à jouer un petit peu différemment, ça passera super bien à l'image et ça sera complètement cohérent avec le projet, mais tu as constamment cet instinct qui dit putain merde c'est pas naturel. Ça va être super compliqué des fois d'arriver à trouver cet équilibre. complètement. Vraiment. Bah, en fait, c'est un métier, hein. J'imagine bien. Mais c'est là que tu dois Non, faire mais ultra confiance au réalisateur, j'imagine, ou à la personne qui va dire, OK, c'est bon. Et c'est là que tu t'en remets complètement, en fait, à c'est pour l'équipe. ça qu'il faut jamais, enfin, faut pas trop en vouloir à un comédien quand il est pas bon dans une prise. C'est souvent, déjà, c'est pas lui qui a choisi la prise, il a été dirigé, parfois il a été contraint, et il y a des ratés, mais qui sont pas souvent liés au comédien. C'est ça. La fameuse mort de Marion Cotillard dans Dark Knight Rises, dont tout le monde s'est foutu, c'est pas la faute de Cotillard. Non, pas du tout, Enfin, et c'est au bout horrible, d'un hein. moment. Bah ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, quand t'as un Christopher Nolan qui dit, c'est bon, on la garde, bah c'est sa faute à lui, quoi. Je sais pas. Déjà, il a dû Après, la diriger comme ça. Ensuite, il a choisi la prise. Et puis, elle, on sait tous que c'est une excellente comédienne. Elle a suffisamment fait ses preuves. Et, bah oui. mais j'ai trouvé qu'elle avait bien rebondi avec beaucoup d'autodérision en rejouant elle-même sa propre mort dans un sketch, je sais plus dans quoi. Et j'avais trouvé ça très Ah, malin de sa part. j'avais pas Ouais, vu. D'accord, d'accord. j'aime beaucoup Mais, cette actrice. ok. J'ai un deuxième fun fact pour toi. Peut-être que tu le connais. Je J'aime m'en fous. beaucoup West Side Story. Et à l'origine, c'était pas les Jets contre les Sharks, c'était les C'était Juifs contre les chrétiens. sérieux? Ça devait s'appeler Project Romeo, donc un Roméo et Juliette des temps modernes, avec Julia, qui était une jeune fille juive, et Lorenzo, un jeune chrétien. Et le thème du film, c'était les divergences communautaires et religieuses. D'accord. Ok. Et tout d'un coup, ils ont senti que ça pouvait être un peu tendu comme sujet. Donc ils l'ont éloigné en faisant les Americans Blanco, les Jets, et immigrés portoricains, les Sharks. Ouais. Après, je sais plus, ce qui est venu en premier, c'est la comédie musicale ou c'est le film? C'est le film C'est le film. C'est marrant parce que c'est avec un des films Natalie Woods. préférés de ma mère qui, quand j'étais petit, m'a montré l'introduction plein de fois. Et pour moi, longtemps, West Side Story, ça a été un court-métrage. En fait, j'étais jamais allé au-delà de cette introduction complètement dingue avec ces espèces de bagarres complètement surréalistes entre les Sharks et les Jets dans la rue, où ils se balancent des choux et ils dansent les uns sur les autres et c'est censé être super violent et apeurant, mais en fait pas du tout. Mais en même temps, c'est tellement over the top que ouais, d'accord, je sais pas. Pourtant, j'allais dire c'est un petit peu moins tendu là-bas le sujet qu'ici, donc je sais pas. Oui, bah, peut-être à l'époque, ça l'était peut-être encore, parce qu'on parle il est sorti en quelle année ce film? Si vous avez des infos sur la sortie de West Side 50? Vous avez Story, 50, je dirais? parce qu'il y avait eu, c'est quand même proche de la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Enfin un peu plus proche du coup, je sais pas. Ouais, Aucune idée, aucune idée. En tout cas, c'était l'origine du premier scénario du film. d'accord. Mais c'est Spielberg qui est en train de plancher sur un remake là, qui est en train de tourner. Oh là là, quel génie ce Spielberg, il se réinvente à chaque fois. Bah très cool, trop bien. Ouais. De toute façon, moi Ouais, il m'a rarement déçu Spielberg. ouais. Ouais. Même avec Ready Player One? Ah alors, émotionnellement, j'ai pas été embarquée, mais j'étais fascinée par la prouesse technique. Ouais. Ah ouais, non, mais ça c'était super fort. Ouais, d'accord. Je suis désolé, je m'évente en même temps parce que on est à Avignon, on est en mai, donc on est en juillet, août pour le reste du monde en fait. En termes de chaleur, c'est une tuerie. En plus, il y a une sorte d'ambiance un petit peu oppressante de pluie, il fait lourd. Je suis en train de me liquéfier quoi.
Mais oui, pardon. Tu disais. J'ai un troisième fun fact. Tu m'arrêtes dès que t'en as un, hein. Ah, Tu alors, prends je vais en glisser un entre, parce qu'on entre parlait de glisse. performance d'acteur. Taxi Driver. Ouais, Est-ce que tu l'as vu ou pas? ouais, ouais, C'est il je y l'ai a vu. ce truc culte et ce truc complètement iconique de Robert De Niro qui avec sa coupe iroquoise quand il commence à péter un plomb, qui se rase la tête et qui part et qui vrille complètement dans la nuit enfumée. Robert De Niro ne s'est pas rasé la tête. C'est un faux crâne rasé, une fausse iroquoise. Ah, On lui a appliqué une calotte occiputale, n'est-ce pas, pour faire ça. Voilà. C'était pour casser un petit peu le côté iconique de la chose. ah ouais, non, il va pas au bout de ses rôles, hein. Je suis Et, déçue. Et les méthodes acteurs studio, genre on y va à fond, on fait des stages dans les hôpitaux psychiatriques pour jouer vol au-dessus d'un nid de coucou. Là, non, quoi. c'est pour ça qu'il s'est rattrapé sur Raging Bull ensuite et qu'il a pris ses 30-40 kilos pour interpréter Jack LaMotta. Bah, Peut-être là, qu'il ça avait aurait un été peu bien compliqué frappé. de lui mettre des prothèses de graisse pendant 3 mois, quoi. Quoique. Ouais, je ne sais pas parce que à l'époque, peut-être que c'était pas encore aussi démocratisé comme effet de prothèse ou que les maquillages n'étaient pas encore aussi performants qu'aujourd'hui. Mais maintenant, les procédés pour grossir quelqu'un, c'est comme Gary Oldman, là, quand il a joué Churchill récemment dans un film. Il est méconnaissable. Et il te fait tout un tournage en jouant Churchill et il n'a pas pris de poids pour le jouer. Mais toutes les prothèses sont incroyables. Et apparemment, Christian Bale, qui avait pris beaucoup de poids pour jouer Dick Cheney dans Vice, qui est vraiment J'ai un film cool. adoré ce film. Ah, c'est Il un est de mes cool, hein. films préférés de l'année dernière. Ouais. J'adorais ce film. Produit par Brad Pitt. Ouais. Non mais il fait vraiment une bonne carrière de producteur, lui. Et moi, le moment où le film m'a conquis, c'est quand tu sais, ils mettent l'encart au début pour t'expliquer la note d'intention du film, où ils font bon, Dick Cheney, personnalité un petit peu mystérieuse, c'est difficile, machin. On a fait beaucoup de recherches, mais on a dû inventer par-dessus. Le truc se termine, t'as juste une petite ligne qui se rajoute, mais putain, on a bossé. Et juste ce petit truc, ça te pose tout le ton du film en fait. Et t'es ok, c'est bon, je suis conquis. Et donc, Christian Bale qui a pris du poids pour jouer à ça. Ensuite, il a vu Gary Oldman et il lui a demandé mais comment t'as fait pour prendre autant de poids pour Churchill, comment t'as abordé le rôle, machin. Et Gary Oldman qui fait mais non mais j'ai pas pris de poids. Enfin, Christian Bale il fait oh merde. Et dans une interview, il a raconté ça comme ça en mode vraiment la révélation de j'ai peut-être pas besoin en fait de me foutre en l'air la santé à faire un yo-yo de poids constamment de passer Trop de bien. 50 kilos à 120 kilos à chaque rôle. Et donc, il a pris conscience d'où étaient allés les maquillages à ce moment-là. Du coup, c'est pas impossible. Je suis pour préserver la santé des acteurs, donc je trouve ça très bien qu'il y ait cette technique-là. Ouais. Du coup, c'est Cassel qui disait ça aussi pour Mérine, où il avait pris vraiment beaucoup de poids pour jouer Mérine à une période ultérieure de sa vie, et qui avait dit ensuite que si c'était à refaire, il le referait pas. Parce qu'il dit le cinéma, c'est le cinéma, mais la vie, c'est la vie. J'ai pas envie de me foutre en l'air la santé, même pour mon art, quoi. Et il y a moyen de jouer la chose autrement, peut-être. Bah, je comprends oui, de se préserver, de pas vriller. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, si tu joues un alcoolique, tu vas tomber dans l'alcool. Si tu, enfin, tu vois, à un moment donné, il faut Ouais. passer la fiction. Non, mais par contre, je savais pas qu'il y avait ces procédés-là, donc tant mieux pour le poids. Je Ah pensais ouais, pas moi, qu'en France, en tout cas, on te mettait à parce que ça doit coûter cher. sûrement, je sais pas. Faudrait demander à des bons Ça doit experts être en pour ça. maquillage. Ça doit être pour ça que. Et toi, est-ce que Mais tu n'aimerais pas un rôle de ce type, à la Charlize Theron dans Monster, ces rôles d'implication, de transformation complète? Est-ce que c'est un truc qui t'attire ou pas? de ouf. Ça serait mon rêve. Je te dirais même plus Misery. Ouais. Tu Kathy voudrais péter le Bates. pied de quelqu'un à la masse? Je voudrais être folle, insane. Je suis complètement psychopathe. J'adorerais jouer une psychopathe. Parce que voilà, parce qu'il n'y a rien de mieux que les rôles de méchante, qu'il n'y a rien de plus fort que de jouer un rôle qui est loin de toi, Ouais. plutôt saine dans la vie. Et parce qu'on t'offre très peu cette possibilité-là, de toute façon, généralement, on te colle des rôles qui te correspondent. Tu dégages un truc, on n'a pas beaucoup d'imagination. On se dit, bon, Juliette, c'est une fille sympa, on va lui donner un rôle sympa, un peu Ouais. rigolote, un peu péchue. Elle a le sens de la comédie, elle va faire rire. Alors moi, j'aimerais justement jouer des grands drames ou des films d'horreur ou des trucs. Ouais. Bien sûr, Monster, mais évidemment, Charlize Theron. T'as vu Grand respect. la série Marianne ou pas sur Netflix? La série d'horreur là qui a été faite il y a quelques temps. Non. Parce qu'il y a un rôle de sorcière, je mets des guillemets parce que c'est un peu plus complexe, mais ça m'a fait penser tout de suite à ça quand tu parles vraiment le côté vrillé.
Et je pensais à justement sur les films de genre à la française, des gens qui sont partis un petit peu dans cette direction. Il n'y en a pas tant que ça, j'ai l'impression. Pas extrêmement notables ou mémorables. Parce Écoute, que c'est bon, déjà c'est en France, on est. Ah ouais, tu veux me proposer un rôle? Ah, peut-être. Oui. J'adorais. Je Non, suis en train en d'écrire. France, ah ouais, sérieux? Ah bah putain. Ouais, ouais, Non, je je suis te en train jure, d'écrire de la fiction et tout, donc trop j'ai cool. ça en tête. Ah bah écoute, non, non, mais moi, on m'a jamais proposé de casting comme ça parce qu'en France, il y a très peu de films de genre qui se montent, faut le savoir. Et ensuite, les rôles intéressants comme ça sont très souvent attribués aux hommes Ouais. en France. Donc, il te reste pas grand-chose. T'es souvent la victime, la petite chose fragile, mignonne, qu'on esquinte. Sauf Besson. Respect à Besson qui met souvent en rôle principal Nikita, tu vois, je pense à Nikita, genre des filles un peu badass, un peu hystéro, un peu que je trouve formidable quoi. C'est marrant parce que Nikita, je l'avais bizarrement jamais vu. Il faisait partie de mes classiques. Je me disais, ah bon, faut que je me rattrape un de ces quatre. Et en fait, je l'ai vu pour la première fois il y a 3 semaines. Et putain, c'est vrai que dans les années 80, il avait une patte visuelle qui était vraiment affirmée. Pourtant, je pensais que son côté innocent dans l'écriture, on va dire, super simpliste et cow-boy indien et pif paf, et tu l'imagines écrire ses scénarios avec des bons hommes qui se tapent dessus. Et je pensais que c'était arrivé plus tard quand il est devenu producteur et qu'il a vraiment produit tous ses films un petit peu qui ont été un peu décrits pour ça. Mais en fait, déjà avec Nikita, ce film n'a aucun sens. Et pourtant, il m'a diverti, je l'ai bien aimé, hein, mais il n'a aucun sens sur toute la ligne, quoi. Dire même, mais en même temps, il y a Anne Pario, elle a une prestation qui est hallucinante dans Incroyable. le film. Et ça passe parce que t'es presque dans un rêve, quoi. T'es presque dans une sorte de fantasme de on ne sait pas qui. Et du coup, ça marche sur cette fine ligne. Mais quand tu y penses derrière, juste le scénario n'a aucun sens, quoi. Pourtant, des fois, ça Non, passe. mais ça passe. Sur celui-là, en tout cas, peut-être pas sur tous, mais sur celui-là, en tout cas, sur moi, ça a marché. Puis moi, de toute Hmm. façon, dès que j'ai une identification féminine forte, un rôle féminin qui me tient, je suis fan du film. Ouais. Voilà. Bon, peut-être du coup que Marianne, la série dont je te parle, te plairait. Parce que justement, rôle principal féminin et le villain, c'est justement la femme dont je te parle, qui a un physique et une prestation ultra mémorable, très, très étrange. C'est vraiment sur cette étrangeté. C'est très compliqué parce que sur le cinéma de genre, on est tous à vraiment évoluer sur des références qui sont très anglo-saxonnes, parce que forcément, notre culture s'est basée là-dessus. Et il y a plein de trucs qu'on a envie de recréer. Des fois, il y a des projets qui se font avec beaucoup de moyens, avec beaucoup de savoir-faire en France, et qui, sans s'en rendre compte, des fois recréent ces canons à l'anglo-saxonne, à l'américaine, mais qui, dans un contexte français, passent beaucoup moins bien. Même la manière, je veux dire, le rythme, même le débit de parole et la manière de parler dans les films de genre américaines, c'est des trucs c'est une rythmique à laquelle on est habitué. Et j'ai l'impression que Mmh. beaucoup de gens qui écrivent du genre en France ont cette rythmique en tête, sauf que dans le cadre de dialogue, par exemple, français, ça passe beaucoup moins bien parce qu'on n'est pas du tout sur la même architecture de langage, sur les mêmes rythmiques, sur les mêmes. Ouais. J'avais eu un débat sur Les Revenants que moi j'avais bien aimé. Tu l'avais vu cette série? J'ai vu la première partie de la première saison. J'avais dû arrêter, mais j'avais pas repris. Voilà. Ouais, bah moi j'avais vraiment bien aimé. Après, pas mal de gens me disaient mais c'est trop lent, c'est trop plat, parce qu'ils avaient repris un code, tu vois, de on parle Ouais. comme ça parce qu'on est enfin, tu vois, et du coup tout le monde parle comme ça. Et dès qu'il y a un coup de fil, personne s'énerve, quoi. Et c'est vrai que ça me manquait juste un tout petit peu de naturel dans le fantastique. Ouais. Mais c'était quand même bien tenté. C'est vrai que de ce que j'ai Et vu, ça crée quand même cette atmosphère très particulière. C'est ce qu'on disait, c'est sur la fine ligne entre le côté naturel et le côté crispant, bizarre, où tu développes un autre délire. Et quand tu arrives à switcher de l'autre côté et à embarquer les gens, c'est vraiment compliqué. De ce que j'avais vu des Revenants, à aucun moment j'avais un petit peu grincé des dents ou levé les yeux au ciel en me disant, ah putain, ça passe pas, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut accrocher à ce rythme ultra lancinant. Mais bah, c'était très bien interprété. Moi, le casting, je l'ai trouvé formidable. ouais. Il y a eu un remake américain, non? Je dis pas de conneries. C'est possible. Je pense C'est qu'ils ont, possible. si c'est le cas, ils ont balayé le truc sous le tapis très rapidement. Ça a pas dû faire des étincelles. Mais c'est marrant parce que quand tu reprends les codes à l'américaine, que tu les francises et que ensuite tu refais le remake du truc français à l'américaine, il y a un truc serpent qui se mord la queue. Donc au bout d'un moment, tu sais plus à quel niveau du cycle sont les codes, à quel moment ils ont été prémâchés. C'est très bizarre quand on y pense, quoi. Du coup, je Tu pense que les penses à... Américains ont quand même dû, par exemple, quand ils font le remake d'un truc comme Les Revenants,
ils doivent dire oh so Frenchy. Ils doivent dire putain c'est le truc vraiment waouh avec cette ambiance particulière très européenne, sans peut-être percevoir du tout ce que déjà le truc de base emprunte au fantastique à l'américaine. Mais en même temps dans Les Revenants il y a quand même ce côté très terroir, très très français, donc il y a ce bon équilibre qui a été trouvé je trouve. Je suis sûre qu'ils vont faire. Bah, je suis sûre, mais je pense que les Américains devraient faire un remake de 10% à Hollywood. Ah ouais ouais, ouais carrément. Tu vois, avec Brad Pitt, George Clooney, les agents de là-bas. Il y avait Ah je pense pas. Ouais il y avait ça fonctionnerait bien. épisode, je sais pas si tu l'avais vu avec Joey de Friends, Matt LeBlanc, qui joue son propre rôle dedans, qui J'ai vu était, la première saison ouais. qui était cool. Franchement, moi j'ai Ouais c'est adoré. marrant. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais bref, et je me suis dit que quand j'ai vu 10%, je me suis dit, mais les Américains, ils le feraient très très bien ça. Dans Et l'univers surtout en encore plus plus impitoyable d'Hollywood. je pense qu'il y a plein de stars qui sont ultra désireuses de jouer dans ce genre de truc parce que ça va permettre de s'encanailler et de montrer qu'ils sont super accessibles. Donc, en plus du plaisir de jouer là-dessus, il y a un petit peu un placement en mode, regardez, je suis accessible et que c'est très bénéfique finalement pour eux. Donc, en fait, ça marche pour tout le monde sur tous les plans. Et le truc est tellement dans le peps et dans ce milieu qui justement incite à ce genre d'histoire qui te happe. Je pense, ouais, ouais, mais je suis presque étonné que ça soit pas déjà en projet finalement. C'est peut-être Parce le que, cas, hein. Je lance ça comme ça sans savoir si ça se trouve, ils sont en égo, hein, j'en sais rien. je En tout cas, regarderai. c'est une très bonne série française, 10%. Clairement. Euh, Figure-toi que dans le film Fight Club, qui a été très mal reçu à sa sortie, moi j'adore ce film, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, mais apparemment les critiques ont dézingué le film. Bref, Ouais. il y a une tasse Starbucks dans chaque scène. Ah, ça m'étonne pas. Ah ouais. C'est même pas sponsor par Starbucks, hein. C'est pas un placement de produit. C'est pour dénoncer le fait que ça pullulait de partout, qu'il y en avait à tous les coins de rue. Et du coup, le Réal a fait un Où est Charlie avec la tasse. Et les fans cherchent dans chaque scène où est la tasse, qui est planquée en haut à droite, derrière la main gauche de Brad. Enfin, tu vois, voilà. Critique du consumérisme, ouais, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. En même temps, je sais pas s'il y a un quelconque bon placement produit qui pourrait être fait dans ce film, vu son propos. Je pense que t'as rien envie d'acheter derrière ou quoi que ce soit. Ça fait Ouais, mais longtemps que j'ai bon, pas vu. il a fait quand même de la pub pour Starbucks en faisant ça. C'est marrant. Ouais, ouais, d'une certaine manière. Après, le truc se fout tellement ouvertement des gueules de Starbucks pour le coup que je sais pas comment ça fonctionne en termes d'envie transmise ou en termes de marketing. Peut-être que Starbucks est très content du truc, effectivement. Bah, Je sais pas. non, mais en plus, le Réal a dit qu'il faisait du très bon café. Il se moquait juste du fait qu'on les voyait partout et du coup, il voulait en mettre partout. Ouais. Mais il disait que c'était cool au niveau du goût du café parce que vraiment par rapport au jus de chaussettes que les Américains boivent normalement, c'était une amélioration au niveau du goût. Il y a une suite d'ailleurs qui a été faite pas en film, mais en comic book, qui est Ah ouais? sorti un peu il y a 2 ans, 3 ans, un truc comme ça, par l'auteur de base qui a écrit cette suite et qui prend apparemment vraiment la suite directe de Fight Club. Mais je l'ai pas encore lu. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Attends, laisse-moi Bah, regarder si j'ai une. surtout, il l'a un peu conclu, le film, avec la fin. Enfin, la fin, ça, Ouais, tu comprends un peu tout le truc, donc j'arrive ouais. pas à me dire que, bon, Bon, tu pourquoi fais pas, un hein, premier mais... truc, mais c'est vrai que peut-être que tu peux raconter une histoire supplémentaire avec le personnage de Norton, comment il va faire. Parce qu'à la fin reste quand même le suspense. Est-ce que on va continuer à spoiler les gens, mais il y a prescription aussi sur celui-là. Est-ce que Dorden est mort vraiment? Tu sais pas trop s'il s'est vraiment débarrassé de son double finalement, parce que quand il se tire une balle à l'arrière de la gorge, que Dorden est censé mourir, directement après, t'as l'impression que Norton se comporte comme lui. Ou tu sais, il reprend les mêmes attitudes, il devient beaucoup Je suis plus, d'un d'accord. seul coup, il commande les gens, il est très sûr de lui, il prend la main de Maria. Il y a un truc où finalement, il a assimilé plus qu'il n'a tué Darden. Donc je sais pas. Yes, c'est possible, c'est vrai. J'avais pas analysé ça comme ça. Est-ce que j'ai une bonne anecdote? J'en Glisse-toi. avais, j'en avais noté de quelques-unes que j'avais de tête juste avant de commencer le live. Est-ce que tu savais que quand tu regardes Babe, le cochon dans la ville, Je l'ai vu il y a 2 jours. ah ouais, Ouais. tu ne regardes pas un cochon, tu en regardes 50. Il y a 50 Ah ouais? petits cochons qui ont été utilisés pour jouer Babe parce qu'ils grandissaient beaucoup trop vite. Oh, mais j'imagine, bah bien sûr, et puis aussi pour les ménagers, parce qu'il faut pas faire trop d'heures sup de cinéma pour Est-ce que tu penses que les comme petits les cochons sont enfants. paniqués ou pas?
Comment? Est-ce que tu penses que les petits cochons sont syndiqués ou pas? Bah, ça serait bien en tout cas, parce que voilà, c'est comme les enfants, ils peuvent pas tourner plus de 2 heures par. D'accord, il y a combien donc 50 cochons, tu dis? Cinquantaine, ouais. Tu sais que Babe, ça m'a traumatisée. Pourquoi? C'est une Je scène en sais pas. particulier? Bah non, mais je trouve ça la maltraitance animale finalement. En fait, mon fils est végétarien et Ouais. à la fin du film, il m'a dit, tu vois, maman, je fais bien d'être végétarien. J'ai fait oui. J'avais la larme à l'œil. Je Est-ce que sais t'as pas, vu? il m'a pris au trip. Ouais, Ah merde, attends, sans le mauvais cochon jeu dans de la mots. ville, c'est le deuxième. Ou attends, c'est lequel déjà? Je sais plus. Parce qu'il y a eu deux Babe. Il y a eu le deuxième réalisé par George Miller où il est en ville avec des Là- sortes de gangs à la Mad Max qui le poursuivent. Non, bah là, c'était pas dans la ville. Ouais. Moi, c'était dans la ferme. Ça doit être le premier alors. Mais le cochon dans la ville, ouais, ça doit être le deuxième de George Miller. Un film très étrange, très très étrange. Enfin bref, Bah, je veux je le bien. regarderai pas. Je suis déjà traumatisée du premier, donc je passe mon tour. Michael Jackson, Oui. il voulait absolument jouer Spider-Man. C'était pas uniquement Peter Pan qui voulait jouer? Non, c'était Ah. Spider-Man. Et comme personne voulait trop, enfin, douter un peu de son jeu d'acteur, il s'est dit, bah, je vais peut-être acheter Marvel alors. Qui? J'adore. J'adore le moment. Ouais. Je sais pas jusqu'à quel point c'est vérifié ou Non, pas. mais attends, mais à l'époque, Marvel, c'est pas du tout le Marvel de maintenant. C'était un Marvel Non. qui peinait à garder la tête hors de l'eau. C'était un Marvel qui n'avait pas encore eu son succès. Tu vois, Michael Jackson devait avoir 28-30 ans, tu vois, donc c'était il Ouais. y a longtemps. Bah, Et c'était ouais, dans les années 90 qui voulait jouer un Spider-Man. ouais, exactement. Ah, effectivement, c'était un pari. Et c'est tombé à l'eau. Il a ni racheté Marvel, mais il l'a souvent regretté. Et il a jamais Alors, joué Spider-Man. Voilà. dans les années 90, il y avait un film, il y avait déjà Nick Fury était déjà interprété au cinéma. Il y avait eu un film Nick Fury et Nick Fury, c'était David Hasselhoff. Ah non! Eh ouais. Avant Samuel Tellement L. drôle. Jackson, David Hasselhoff a interprété Nick Fury. Dans un autre univers où les choses se seraient passées différemment, aujourd'hui, on aurait David Hasselhoff qui dirige Tom Cruise en Iron Man, je sais pas, Jim Carrey en Hulk, peut-être. Ouais. C'est ouf, hein, cette ascension de Marvel quand tu réfléchis, quoi. C'est vraiment, ils ont tout explosé le game. Bah, ils ont fait, c'est fort, mais surtout, enfin, même si t'aimes pas les films, putain, le tour de force narratif et à ce niveau de production, c'est Mm. un truc effectivement qui est complètement inédit dans l'histoire du cinéma. J'ai l'impression que avec tout cet arc jusqu'à Avengers Endgame, ils sont arrivés à un tel degré, si tu veux, de tout. Ils ont poussé tellement tous les potards sur le max que quand j'ai vu Endgame, je pense il y a une partie de moi qui a switché, où je me suis dit, ok, en ce qui concerne les blockbusters et le cinéma grand public, j'ai fait ma période avec ça a balisé 10 ans de ma vie en tant que spectateur, en filigrane et tout ça, et j'ai l'impression de plus avoir le même rapport au cinéma grand public qu'avant, depuis Endgame. Oui, ça donnait une telle sensation, si tu veux, de conclusion par rapport à Mm. un truc qui est tellement énorme qu'ils pourront presque jamais le reproduire à cette ampleur ou avec cette espèce d'engouement ou tout ce qui va avec, que j'étais presque en mode, putain, écoute, sur ce genre de cinéma, j'ai vu ce que j'avais à voir et jamais je verrai plus. Donc c'est bon, j'ai vu ce que j'avais à voir. Maintenant, je vais pouvoir aller explorer autre chose. Ou c'est fou vraiment ce qu'ils ont accompli, cette notion de conclusion quoi. Mm. T'es un peu client de ce film toi ou pas? Écoute, moi j'ai aimé Wonder Woman. Pareil, il me faut un personnage d'identification fort féminin, moi, pour vraiment Ouais. accrocher un truc. Wonder Woman, j'ai trouvé formidable. Vraiment formidable. Sinon, je t'avoue que j'ai des lacunes en super-héros. Je dirais pas que c'est mon genre de film. Chez moi, à la base, je suis très film d'auteur français, hein, donc. Mais quoi, un bon. Non, je suis en train de Non. réfléchir. Justement, tu m'as dit cinéma d'auteur français et film de super-héros. Et attends, comment s'appelle ce film-là? Simon a des écailles. Non, c'est pas ça. Tu vois de quoi je parle ou pas? C'est pas un film. Ah, mais carrément, oui, oui, c'est. Ah!
C'est pas Desplechin qui l'a fait ou je sais plus. Non, Attends, c'est pas j'ai un gros. Dupieux. Non, 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 c'est justement, pas c'est pas Dupieux, Dupieux. Desplechin. Qui a Ça, c'est fait quelqu'un Simon d'un a peu. des écailles? Je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Ben, moi non plus, mais on m'en a beaucoup parlé. Et apparemment, c'est vraiment une sorte de variation auteur français sur le genre super-héroïque. Trop bien. Et Je vais c'est. aller le voir du coup. Ouais, c'est ça de mettre la main dessus. Simon a des écailles, ça doit être ça? Je sais plus. Est-ce que le chat est en train de se renseigner sur la question? Est-ce qu'ils sont en Je train de pense. chercher? Non, mais ils sont au taquet, hein. Ah ouais? Genre, ils sont très attentifs. Ouais, ouais. Pourquoi vous voit pas Ouais, trop ce ouais. qu'ils font? Ah, non, ok. Bah écoutez, vous nous postez. Moi, je passe à l'anecdote d'après parce qu'on n'a pas le temps. Vincent a des écailles. Vincent, les écailles, ouais. C'est pas Simon. Ok? Donc, tu vois, ils sont dessus. Donnez-nous le réalisateur, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai vu le Joker en confinement et j'ai kiffé. Ouais. Ah bah là, c'est vrai qu'on est sur un autre type de cinéma. On n'est pas du Ouais. tout. Non, non. Mais j'étais plus cliente. Bon, on va voir s'ils nous répondent. Le pari de Tom Hanks sur Forrest Gump, qui reste un de mes films cultes d'enfance, hein, on va pas se mentir. Personne n'y croyait. La Paramount a dit un film sur un crétin, ça marchera jamais. Et donc ils ont dit non, Zemeckis et Hanks, franchement, on n'a pas envie de trop vous payer parce qu'on n'y croit pas, ça va pas marcher. Donc est-ce que vous êtes prêts à baisser cruellement votre salaire? Et ils se sont concertés tous les deux, ils ont dit ok, vous nous payez que un quart de ce qu'on est payé d'habitude. En revanche, on négocie un intéressement sur les recettes. Renard. Renard, renard. Résultat, Tom Hanks a touché 40 millions de dollars. Putain. Voilà, 40 Yeah. millions, bim. Et Zemeckis, un peu moins, mais quand même, ils se sont fait fortune sur ce film. Et au départ, ça devait être Bill Murray ou John Travolta, tu vois. Donc, comme quoi, il a tout Putain. gagné, Tom. Ouais. Il y a une anecdote assez proche entre Lucas et Spielberg. Parce que quand Lucas a terminé Star Wars, juste avant la sortie de Star Wars, il y a Spielberg en même temps qui bossait sur Rencontre du troisième type. Et Star Wars est sorti en mai 77, Rencontre du troisième type est sorti fin 77, début 78. Enfin, c'était vraiment à peu près au même moment. Et avant la sortie de Star Wars, ils sont partis prendre des vacances. Et George Lucas était tellement persuadé que Star Wars, ça serait sa mort absolue en tant que cinéaste et que ça serait un four et que jamais il s'en remettrait, que en fait tous les deux ils étaient en mode, ok, on va parier sur qui aura le plus de succès. Et si c'est Star Wars qui a le plus de succès, Steven Spielberg récupère tel pourcentage en fait sur les recettes ou sur le merchandising ou je sais plus exactement comment ils ont négocié ça, et vice Mhm. versa pour Lucas et Rencontre du troisième type. Du coup voilà comment Spielberg sur un simple pari s'est fait des couilles absolument en or Tu sur Star m'étonnes. Wars et son succès qu'on connaît tous. Mais en même temps, c'était mérité parce que Spielberg était le seul à croire dans le projet de son pote. C'est-à-dire qu'il y avait un certain C'est pas grand-chose. snobisme dans la bande, tu vois, dans la bande des Scorsese et compagnie. Quand Lucas a dit je vais faire ça, tout le monde a fait c'est un film pour enfants en fait. Enfin, c'est Ouais. tellement manichéen que. Et il y a que Spielberg qui a fait moi j'y crois. Donc c'était aussi une partie de je mets des billes, enfin c'est pas je mets des billes ou j'échange un pourcentage, c'est ça parce que Mm. finalement il échangeait aussi un pourcentage avec son film auquel il croyait. Donc ça veut dire qu'il croyait aussi ensuite son pote. C'est ça. Né fin le Puis c'était Spielberg. pas, mais c'était pas un pari si risqué que ça pour lui, je pense. Mais, mais c'est vrai que dans l'équipe de l'époque, apparemment c'est De Palma qui était le plus véhément envers Lucas. Il leur a Ouais. fait une petite projection test justement De Palma lui en a mis plein la gueule. Et je pense que ce qui lui a fait le plus de mal, c'était surtout Coppola. Parce que Coppola, il était un petit peu plus âgé que les autres dans la bande. C'était un petit peu le mentor, le grand frère. Et il avait vraiment pris Lucas sous son aile. Et quand Lucas a fait son premier film, THX comment? 1138? Attends, je sais plus. En bref, son premier film de SF, avant American Graffiti, c'est Coppola qui l'avait repéré, c'est Coppola qui l'avait aidé à finir un tournage et à vendre son projet. Et depuis, ils étaient vraiment en mode limite grand frère, mentor et petit frère. Et quand Coppola lui dit non mais écoute, tu fais de la merde là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de films pour gamins là? Ça a dû vraiment lui briser le cœur au gars, quoi. Tu m'étonnes. C'est pour Toi, ça que t'as lu le Lucas, nouvel Hollywood? comment? T'as lu le Le... nouvel Hollywood? Ah oui, oui, ça oui. Carrément. Mais c'est un super bouquin, c'est clair. De ouf, de ouf. Ouais, bah clairement, mais c'est vrai que c'est manichéen. C'est vrai que c'est pas psychologique, mais c'était tellement novateur et il a créé un monde, quoi, que
bah moi je comprends l'engouement à l'époque pour le truc. Ouais. Parce que l'univers était dingue. L'univers transportait tout le monde. Après, oui, c'est un peu basique. Force obscure, force. Bon, après, il y a des personnages qui sont un peu plus intéressants, mais Ouais, ouais, c'est ouais. pas il n'y a pas un retournement de situation de ouf non plus. Bah, si tu veux, c'est basique, pas au sens non inspiré, je pense. C'est basique au sens où il retourne vraiment aux sources de ces récits. L'idée, c'est Ouais. vraiment de prendre tous ces archétypes et de presque leur donner cette sensation de comme si on les revoyait pour la première fois. Je pense qu'il a vraiment réussi à saisir un air du temps. Peut-être que sorti à un autre moment, Star Wars n'aurait pas du tout eu ce succès qu'il a eu. Mais quand tu arrives au bon endroit, au bon moment, sans trop comprendre pourquoi, et qu'il y a cette espèce d'effet boule de neige qui se crée, ça doit être assez dingue. D'ailleurs, j'ai regardé le documentaire il y a 2 jours sur l'épisode 9, le dernier là, qui a conclu la saga. C'est incroyable de voir autant de gens talentueux, motivés et passionnés bosser sur un film aussi bancal. C'est ça quelque chose d'émouvant. C'est presque juste, oh merde, mais toute cette énergie déployée pour ça, c'est terrible. J'ai presque l'impression qu'à la fin, ils allaient avoir la petite musique inspirante de circonstances quand ils terminent le tournage et tout le monde est beau et tout le monde c'est génial Star Wars et machin et cutter sur l'infinité d'articles et de vidéos qui dézinguent le film. Ça aurait été terrible. Je pense qu'une fois que tu as signé pour un projet, tu te dis bon bah il faut que j'y croie jusqu'au bout, sinon je vais pas réussir à me lever le matin quoi. Bah c'est complètement ça. Je pense que Abrams, c'est vraiment compliqué sur ce genre de projet, surtout à ce degré d'énormité. C'est comme Peter Jackson quand il fait le Hobbit. Il l'a fait pour les pires raisons en fait. Il l'a fait, enfin, pour pas humainement, il l'a fait pour de bonnes raisons. C'était pour sauver une production et tous les jobs qu'il y avait derrière. Mais artistiquement, il voulait pas le faire. Il a été très clair là-dessus. Ce qui fait que quand tu vois les making-of du Hobbit, tu vois Peter Jackson qui est livide, qui est cerné, qui est dépressif, qui est pas content d'être là et qui est pas content de ce qu'il fait. Et ils ont été très clairs là-dessus. Et c'était assez courageux d'ailleurs de faire ça dans les making-of et de montrer à quel point justement ils étaient en improvisation constante et qu'ils étaient pas satisfaits de ce qu'ils faisaient. Tandis que pour Star Wars, je suis sûr que c'était la même chose pour le dernier Star Wars pour J.J. Abrams, qui a été catapulté dans le projet au dernier moment, qui a pas eu le temps de prendre du recul pour écrire, qui a pas eu le temps de prendre du recul pour faire la prod, et qui s'est retrouvé finalement avec ce film qui ne veut rien dire, qui ne raconte rien et qui est aberrant. Et c'est terrible parce que contractuellement, bien entendu, il a interdiction de dire du mal de son film ou de Disney ou de Star Wars. Mais tu sens des fois, au détour de certaines formulations, tu lis entre les lignes et tu dis, oh putain, ça doit être terrible pour lui, quoi. L'enfer. Tout le monde lui tombe sur la gueule, bien entendu, parce que c'est la cible facile, mais c'est tellement facile de tomber sur un réalisateur comme ça sans comprendre la réalité industrielle qu'il y a derrière. Et à quel Évidemment. point souvent les réalisateurs sont les premiers à dire mais putain mais oui je sais que c'est raté, je suis désolé mais j'ai fait de mon mieux, je pouvais pas. Le Et c'est scénar, de terrible. toute façon, la base de tout, c'est le scénar. Si t'as pas un bon scénar, tu peux rien faire, rien. En Enfin, même très temps, peu, il y a très peu. ouais c'est vrai, il doit y avoir des contre-exemples de scénars vraiment pourris. Si tu arrives à développer vraiment, à trouver une alchimie avec les acteurs, une ambiance et tu peux sauver des bugs. Ouah. Si t'accroches à une histoire, à C'est une compliqué, je suis intrigue. d'accord. Le saviez-vous? Les lignes de code de Matrix, c'était des recettes de sushi scannées depuis un livre de cuisine. Mais non. Si, si. Donc en fait, ils ne voyaient que des sushis sur les écrans. C'était ça le fin mot de l'histoire. C'est ça, putain. J'adore. Ils se sont foutus de notre gueule. J'adore ce truc. Tellement cool. Et d'ailleurs, pour Matrix, parce que généralement, quand tu tournes ce genre de film et qu'il y a des gens qui tapotent sur des ordinateurs et des trucs qui s'affichent à l'écran, généralement, ils font ça pour déconner. Et puis ensuite, tu rajoutes, enfin, l'écran, c'est un écran vert et tu rajoutes en post-prod juste un écran et tu mets absolument ce que tu veux. Et apparemment, sur le set de Matrix, c'était, les claviers envoyaient vraiment des trucs sur l'écran. Donc, ce que tu vois, c'est vraiment les acteurs qui interagissent avec les écrans. Voilà. Ils étaient très contents d'avoir un truc avec lequel interagir, du coup. D'avoir des recettes de sushis qui s'affichaient à l'écran. À Très part, inspirant pour ouais. vous. C'est ça. Ils sont tous devenus consommateurs de sushis. Et ils sont en train de tourner le quatrième, là. Tellement cool, hein? Enfin, ils sont. Enfin, C'est une des deux c'est sœurs. enregistré, ouais. Ouais. C'est Lana Wachowski qui est en train de tourner le truc et Lily est partie se trouver quelque part, je sais pas, prendre du Toujours recul et avec réfléchir à tout. Keanu? Toujours avec Ken avec Carrie-Anne Moss. Mais il n'y a pas, et ça c'est c'est terrible, il n'y a pas Hugo Weaving. Il n'y a pas l'agent Smith.
Après, dans le 3, bien entendu, c'est un petit peu compliqué de le ramener après ça, mais en même temps, tu sais pas ce qu'ils vont raconter. Et comme tout est conclu dans le 3, mais en même temps, si tu conçois la réalité de Matrix avec l'architecte qui t'explique que la matrice que tu vois dans la trilogie Matrix, c'est une matrice parmi je sais pas combien, et qu'elle a été rebootée je sais pas combien de fois, il y a tellement d'histoires que tu peux raconter et tu peux partir sur tellement de versions des mêmes personnages que ils auraient tout à fait pu ramener l'agent Smith. Et l'agent Smith, c'est tellement, ça fait partie de ces acteurs Hugo Weaving. C'est comme Ian McKellen, c'est des mecs comme ça, tu les mets dans absolument n'importe quel film, bon ou mauvais, ils seront bons. Hmm. Même dans les pires nanars, ils seront parfaits. Il y a une sorte de charisme et de trucs tellement cool qui se dégagent de ces mecs. Ils ont un côté shakespearien, mais qui se prend pas au sérieux, et une voix vraiment particulière. Même quand tu mets Ian McKellen dans le Da Vinci Code, pour moi, ça fonctionne. C'est dire à quel point ce mec est bon. On est d'accord. Euh, Albus Dumbledore. Décidément, je suis très Harry Potter hein, avec mon fils. On est un peu fan. Figure-toi qu'il représente la mort, La mort, la grande faucheuse. Bah, en gros, c'est lui qui remet la cape d'invisibilité à Harry. ah, C'est lui qui remet la pierre de résurrection avant le combat final. C'est un peu un collecteur d'âmes. C'est un peu une métaphore de la mort. ah. Attends, c'est lui qui dans le bouquin donne la pierre de résurrection? Parce que dans le film, je crois que c'est pas lui qui la file à Harry. Dans le bouquin, en tout cas, moi j'étais très bouquin. Ouais. Faudrait que je demande à mon fils pour les films. Mon fils bah, il a pas lu, il a 7 ans. Mon fils l'a vu et moi je l'ai lu. Donc je sais Ouais. pas s'il y a des. Ah, peut-être qu'ils ont Alors changé ils ça. disent non, c'est Voldemort qui représente la mort. Et bah figurez-vous que J.K. Rowling, elle a plus dit oui quand on a dit que c'était Dumbledore, mais pas Voldemort. Non, c'est Dumbledore, la Tout le grande monde. faucheuse. Je pense que J.K. là, on peut pas trop la contredire étant donné que c'est elle qui a Ouais, écrit. mais la question se pose énormément avec elle parce que ça fait des années qu'elle prend un malin plaisir à dire au fait et à changer des trucs complètement. Ce qui C'est fait que vrai. c'est l'éternel débat entre à partir de quel moment l'œuvre appartient plus à son auteur et à partir du moment où elle appartient à son public. Il n'existe plus un Harry Potter, mais autant de Harry Potter que de lecteurs. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un côté presque troll chez J.K. Rowling qui fait ah au fait Ron il est unijambiste. Je vous l'ai jamais dit. Et je fais quoi? Mais je ne sais pas. Bah oui effectivement c'était pas noté. Et du coup, ouais, je Ben sais pas là, où en sont tout les cas, décisions. elle joue beaucoup avec ça. Et finalement, elle a le droit. Enfin, c'est elle qui a créé l'univers. Mais là, pour Albus Dumbledore, elle a plus ou moins encaissé. Ça, c'était les théories de beaucoup de fans. Et elle a dit là, pour le coup, alors qu'elle a réfuté énormément de choses, là, elle a publiquement dit ouais, c'est une métaphore de la mort. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Mais ouais, non, il me semble que dans le film, c'est le passage avant justement qu'il se fasse dézinguer par Voldemort. Il voit ses parents ou sa mère dans la forêt et qui lui donne du courage avant d'aller se faire dézinguer. Mais il n'y a pas Dumbledore justement. Dumbledore ne le revoit que dans cette vision très particulière à la fin, justement après qu'il se soit fait tuer et qu'il se retrouve dans la gare de merde, comment je l'appelle? Je sais plus. Mes souvenirs sont rouillés. Quel est ton Harry Potter préféré, du coup? Moi, le premier, c'est marrant, hein. Ah ouais? Ouais, En bouquin très ou en film, bizarre. du coup? En bouquin. Ouais. En bouquin, ça a été quand j'ai découvert l'univers. Ça a été mon premier émoi et ça a été très fort pour moi. Après, en film, j'ai regardé La Coupe de Feu, c'est le combien? Le 4. Ouais, j'ai adoré. Il est cool, il a une ambiance très différente. Parce qu'avec le 3, t'as Alfonso Cuarón qui est arrivé. Et c'est vraiment lui qui a donné un côté plus adulte à la saga. Le 3, il a vraiment cette atmosphère très sophistiquée, très sombre, avec une atmosphère visuelle très, ouais, très particulière, un petit peu film muet, avec des ambiances beaucoup plus exigeantes, on va dire. Et le quatrième, il est plus wouh, youpi! Il repart sur un truc où apparemment McNewell, le réalisateur, et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, je comprends mieux les intentions du film. Parce qu'au début, j'avais moyennement apprécié le film, pour son côté too much, et il disait, j'ai abordé le film en fait comme un film de Bollywood. Je fais, oui, d'accord, ok, je vois pourquoi tu dis ça. Moi, ça me fait penser, tu sais, quand il y avait la présentation des autres écoles, quand ils arrivent à la coupe enfin, à Poudlard, quoi. Et que t'as les filles de Beaubaton qui arrivent, font, ah! Et t'as les mecs de Durmstrang qui arrivent, qui font des étincelles et ils tapent par terre avec leur bâton. Et, ah, putain, oui, ok, j'ai compris.
Et mais il y a ce côté too much qui est très coloré, quoi. Je me dis, bon, au moins, c'est le délire du film, il va jusqu'au bout de son truc, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'après, directement avec le cinquième, ils ont repris une voie qui était plus proche du troisième, hein, tout de suite. Ils se sont dit, ok, ça devient plus adulte, là, il va être temps d'aller sur une esthétique qui est plus homogène. On va rester sur la même. Et c'est à partir du cinquième, du coup, ils ont arrêté de changer de réalisateur, quoi. C'est resté David Yates, là, le même. Qui est du coup Toi, tu me peut-être donnes envie de moins. me faire tous les volets. Là. La semaine prochaine, j'ai du temps. Je pense que je vais tous me les refaire. Moi, chaque année, traditionnellement, je me refais les Harry Potter et les Seigneurs des Anneaux. Mm. Euh, Chaque année. presque chaque année, ouais. Surtout les Seigneurs des Anneaux. Ça, les Seigneurs des Anneaux, ça, c'est chaque année, mais même peut-être des fois plusieurs fois par année. Je pense que des fois, ça commence à faire beaucoup, là. Il va falloir que j'arrête. Parce que La Communauté d'Anneaux, c'est le film que j'ai le plus vu de ma vie. J'ai dû le voir une bonne cinquantaine de fois en tout. Mais ouais, ça devient presque ouais, du par cœur. Bref. J'ai une dernière anecdote. En fait, on va être coupé, j'imagine, dans 6 minutes. Donc, il faut que j'avance. Ah Parce que mon Dieu. Instagram, Ok. ah, ça va trop vite, ça va trop vite. Ah, Instagram coupe au bout d'une heure? Je savais pas. Ouais, bah Allez. ouais. Ouais, je trouve ça dur. Hein. Mais si on n'est pas coupé, on continue. Hein. Parfois, ils nous oublient. Les aventuriers de l'Arche perdue. Alors moi, je suis très Indiana Jones. Voilà, c'était Ouais. mon enfance. Indy, quand il est confronté à des nazis au Caire, il tombe. Alors attends, il faut pas que j'avais écrit la scène. Oui, il tombe sur des gars qui commencent à faire une démonstration de leur talent en termes de maniement d'armes, etc. Ah oui, Et en oui. plein, Ouais. voilà, et en plein milieu, Indy, notre archéologue, bah, le plombe en fait en plein milieu de son balai avec une balle de pistolet, mais genre en plein cœur, Alors l'air c'est pas un complètement magie. C'est un local juste effectivement qui menace Indy avec son sabre. Ah, c'est un local. Ah oui, c'est ça, voilà, Ouais. ça y est. Ouais, je me souviens. Et il a l'air complètement désabusé et en gros, il tire et il trace son chemin, tu vois, sans se retourner. Et en Ouais. fait, c'était une impro. Mais il avait une énorme gastro ou un truc comme ça en fait. Il a fait la tourista. Il avait Tourista et ils ont dû effectivement improviser ce truc le jour même. On dit bon, c'est vrai qu'ils avaient répété en fait toute une scène d'action chorégraphiée avec Ouais. lui qui se battait contre un. Et ils ont juste dû. C'est fou hein, comment tu improvises des trucs qui vont entrer dans l'histoire du cinéma. Et il faut un clin d'œil à ça dans le deuxième Indiana Jones, le Temple maudit, où à un moment il s'enfuit à la fin et il tombe face à deux mecs qui commencent à faire la même chose avec leur sabre. Et très sûr de lui, il met sa main dans son holster pour prendre son flingue. Sauf qu'il a perdu son flingue en courant, enfin dans le feu d'action. Et il le regarde en mode ah. Et il est obligé de se battre contre eux. Donc en fait, il est obligé de faire la scène qu'il avait prévue pour le premier, mais dans le deux. C'est drôle. Ils sont renards, on peut le dire. Ils sont renards. Mais surtout que je ne sais pas s'il avait vraiment prévu ou prévenu le réal et le coéquipier là qui faisait ça, qu'il allait couper la scène comme ça, tu vois. Parce que la tourista, elle a dû arriver un peu subitement, non? Je sais pas, Bon, tu vois. ça m'étonnerait qu'il ait improvisé sur un coup de tête au milieu de la prise, quoi. Mais non, je pense qu'ils ont vraiment improvisé tous ensemble avec Spielberg et lui, parce qu'il devait avoir prévu le combat. Il a dû se lever le matin, il a fait, écoute Steven, je ne peux pas, je me chie dessus, donc on va trouver une Instant, alternative, hein. instant glamour. Mais d'ailleurs, en parlant de balles, parce que là, on en revient encore au caca du début, donc j'essaye de couper cette malédiction du caca. Est-ce que c'est vrai que Brandon Lee est mort sur The Crow? Il s'est pris une Euh, balle qui était normalement ouais. une balle à blanc. Il y a eu un jeu, techniquement, je sais plus quels sont les détails, mais il est effectivement mort à cause d'un accident sur le tournage. Où il y avait un fragment de balle qui était resté dans le canon ou je sais plus quoi, et en fait, Ah, c'était censé être une balle à blanc inoffensive, et enfin, l'a vraiment tué. Après, il y a une légende urbaine qui voulait que cette prise soit dans le film, qu'en fait, tu le vois vraiment mourir à l'image, ce qui est bien entendu faux. Ils sont pas assez fous et assez morbides pour faire un truc pareil. l'enfer. Mais ouais, il est vraiment mort sur ce tournage. Donc entre lui et son père, vu toutes les légendes qui ont circulé sur leur mort, c'est un sacré héritage quoi. Bah, son père, j'avais une anecdote sur lui, c'est qu'en fait, il était infilmable, tellement il était rapide dans ses mouvements. Et que comme tu tournes à genre 25 images secondes, c'est ça, en gros? Ouais, ouais. C'était très compliqué, c'est-à-dire que les réals lui demandaient de ralentir ses mouvements de kung-fu.
Mais du coup, il se sentait pas naturel. Il était contraint par la technique et il Ouais. n'arrivait pas du tout à tourner. C'était vraiment un gros calvaire de tourner ces scènes de combat. Après, je sais pas s'il est trop rapide pour les caméras. Après, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur Bruce Lee pour juste entretenir la légende. Et beaucoup de gens qui racontaient des trucs qui sont entrés, qui sont devenus des trucs que tout le monde a entendus. Alors que, bon, je pense que les caméras le suivaient très très bien, hein. Mais ouais. Après, apparemment, il était très, effectivement, extrêmement rapide. Donc peut-être que pour le rythme, en fait, des scènes et la trop de rapidité faisait que c'était, en fait, tu peux être un très très bon combattant en vrai, mais en termes de baston cinématographique, ça va rien donner parce que c'est comme les fameux coups, tu sais, à la John Wayne, où pour faire des coups de poing, tu prends vraiment ton élan, tu mets un coup ultra visuel. Alors que si tu fais ça dans la vraie vie, tu te prends trois pêches dans la tête au passage parce que t'es beaucoup trop lent. Donc c'était peut-être pour ça qu'il avait ce côté artiste martial qui allait beaucoup trop vite pour être cinématographique et qu'il a dû apprendre à être plus visuel derrière pour faire un truc qui passe mieux à l'écran et qui soit plus impressionnant. Du coup, je pense que c'était plutôt ça le truc qui est à la base de la légende et qu'après ils ont fait, oui, il est tellement rapide qu'il passe entre les images et entre les balles. Mais tu sais que Il était bon. nous, quand on tourne une scène, on nous force à nous asseoir plus lentement, à marcher Ah, ça plus m'étonne pas. lentement. Tu vois, donc en fait, tous tes mouvements sont absolument pas du tout naturels. Tu es obligé de ralentir pour le cadre. Parce que si tu t'assois trop vite, le cadreur, il fait ah, elle est où? Ah ouais, d'accord, ok, c'est assis. Non, non, donc tu t'assois super Ah ouais, lentement. ça m'étonne pas. Mais c'est Donc, une réflexion que je me fais chaque fois que je vois un film d'horreur. Tu sais, ces scènes interminables où par exemple le téléphone sonne, c'est super stressant et la personne va s'approcher à une vitesse, enfin à une lenteur complètement démentielle qui déjà dans le cadre du visionnage du film est complètement irréel. Alors j'imagine en tournant ça, ils ont dû refaire je sais pas combien de prises et chaque fois le résultat fait plus lent, plus lent, plus lent. Et ça doit être tellement contre-intuitif d'aller si c'est lentement ça. pour décrocher le combiné et c'est juste. Je pense que tu dois se faire, ok, je vais accepter le fait que c'est complètement contre-intuitif et faire le truc le plus lent de la Terre, en pensant que justement ils vont dire non, non, mais c'est bon, en fait c'est complètement ridicule, on le refait à vraie vitesse. Et finalement non, c'est vraiment la prise qui garde dans le montage final parce que ça va dans le rythme, quoi. Bah, c'était ça dans Les Revenants, c'est marrant, c'était ça le débat, c'est-à-dire que même pour décrocher le téléphone, elle mettait trois plombes alors qu'il se passait rien et elle disait allô et t'es là, mais non, en fait, pour l'instant, il se passe rien, donc allô et après, il se passe un truc. Mais joue pas avant le drame qui se passe un drame, tu vois. Donc en fait, Enfin ce qu'on peut bref. dire, c'est que t'es un petit peu la Bruce Lee des gens qui s'assoient. Tu t'assois trop vite pour les caméras, on ne te voit plus. Ah, un peu, ouais. Ouais, D'accord. moi, je suis trop rapide dans tout, dans mon phrasé, j'ai appris à ralentir, j'ai appris à me poser, j'ai appris à arrêter d'être trop expressive, d'être trop boule d'énergie, quoi. Je me canalise beaucoup sur les tournages. Ça, je ne comprends que trop bien. Juste moi qui parle beaucoup trop vite au naturel, je passe mon temps à essayer de ralentir en termes de diction aussi pour les vidéos. Bon, pendant les années, j'ai juste appris à concevoir. Je le savais, mais arriver à le ressentir que le rythme, c'est pas tracé, c'est savoir quand ralentir, c'est savoir quand accélérer, c'est avoir cette notion de savoir justement t'emparer du rythme et pas le subir. C'est vraiment très particulier. Et même quand tu vas lentement, du coup, t'as l'impression, enfin, ouais, même quand tu vas beaucoup lentement selon tes critères, en fait, tu continues à aller vite pour les autres gens. Ouais. Très Il y a particulier, une, cette di- plateforme là. il y a une distorsion du temps entre ce que tu ressens et ce que les autres perçoivent. Ouais, complètement. Mais du coup, tu as dû avoir cette diction beaucoup plus. C'est un truc auquel tu t'es habitué assez vite, du coup, c'est cette manière de poser ta voix différemment, justement, sur les tournages. Écoute, j'ai eu pas mal d'années de théâtre avant ça où je posais plus ma voix, où je prenais plus mon temps, je laissais plus de silence. Après, il y a eu YouTube, il y a eu la frénésie de YouTube et les sketchs YouTube. Donc là, j'ai retrouvé mon naturel. Et là, je fais un mix des deux, on va dire. Sur la série, par exemple, dans laquelle je joue, je fais un mix des deux. Ouais. C'est vrai que c'est Mais comme compliqué je... tout ça, YouTube, hein, à ce niveau-là. Ouais, c'est compliqué. En même temps, c'est un vrai plaisir d'être loin de soi. C'est-à-dire, encore une fois, bah, c'est pas forcément ma voix, c'est pas forcément mon énergie. Je joue une femme qui a 10 ans de plus que moi aussi sur la série. Ouais. Donc, il y a tout ce côté aussi, travailler sur qu'est-ce que ça fait d'être plus posée dans la vie. Voilà, puis je suis pas la même. Ouais. Je joue pas Juliette, donc j'oublie Juliette un petit peu de temps dans la journée, ça fait du bien. Je me Ouais. lâche un peu la grappe. Alors, est-ce T'avais que une tu dernière embarques ton anecdote ou personnage pas? chez toi? Comment? Une dernière anecdote? Non. Ouais. Je pense qu'on a Euh, tout. Si Matrix s'appelle Matrix, c'est parce que le producteur Joel Silver avait déposé le nom. Et pourquoi il avait déposé le nom? C'est parce que dans les années 80, avec Schwarzenegger, il a fait un film qui s'appelle Commando.
et que le héros, joué par Schwarzenegger dans Commando, ce film d'action complètement over the top, s'appelle John Matrix. Et du coup, Steven Hmm. Spielberg a déposé le nom Matrix dans le but de produire une suite à Commando qui s'appellerait Matrix. Suite qui ne s'est jamais tournée. Et du coup, quand les Wachowski arrivent avec leur projet Matrix, il fait ah, ça tombe bien. Et c'est comme ça qu'ils ont pu l'appeler Matrix. Génial. Voilà. Est-ce que Et c'était une ça, bonne anecdote de conclusion? complètement. Et ça lui va très bien, à ce film. Parfait. Parfait. C'est parfait. Moi, j'en avais une toute dernière parce que je voudrais finir sur un chiffre. Est-ce que tu sais combien il y a de ballons dans là-haut? Oh putain, non. Est-ce que je dois deviner un chiffre? Ouais, Combien il y a de ballons qui est au-dessus de la maison, tu veux dire? ouais. Tu la tires, je dirais 3. Non, attends, je vais dire 3. Tu n'as pas vu le film, donc. 500? Je sais pas. En fait, je dis un truc quoi. Oh, pas du tout. Non? 10 297. 10 280. Ils ont modélisé 10 000 ballons Ouais, dans leur simulation de ballonitude. ouais. Et Putain, en c'est plus, ils ont toutes ces couleurs différentes, des formes différentes, etc. oh T'imagines fudge! le taf? C'est là où moi, je respecte tellement ces films d'animation où je me dis, mais ils ont dû y passer mais des Ah, complètement. semaines rien que sur les ballons, quoi. Complètement. Après, je sais pas, ils ont aussi des simulations très très performantes qui permettent de faire des trucs complètement dingues. Il y a une chaîne YouTube que j'adore en ce moment qui s'appelle Corridor Digital. Et c'est des mecs à Los Angeles qui sont toute une équipe de créateurs d'effets spéciaux qui font pas mal de courts-métrages. Ils ont une chaîne dédiée à leurs courts-métrages et une chaîne en fait où en tant qu'artiste visuel d'effets spéciaux numériques, ils font des petites expériences, ils regardent des scènes de films en essayant de décortiquer les scènes d'effets spéciaux, en essayant d'expliquer comment ils ont fait ça et tout ça. C'est bourré de bonne humeur, c'est super intéressant. Et ils expliquent aussi comment les effets spéciaux ont évolué, toute la performance des simulations informatiques, les simulations de fluides, les simulations de plein de choses différentes. Et c'est vraiment fascinant. Et ils font ça d'une manière super ludique. C'est vraiment très agréable à suivre. Il n'y a pas besoin d'être ultra calé ou quoi que ce soit. Trop Par bien. contre, Eh faut ben, comprendre l'anglais. tu les connais un peu ou pas? Non, mais je vais essayer de prendre contact avec eux parce qu'on va tourner une virée cinéma. C'est le format que je fais de voyage sur les lieux de tournage à l'étranger. On va faire le dernier de la saison sera à Los Angeles et j'aimerais bien les rencontrer du coup. Autant pour faire aussi un autre format avec eux, leur proposer de faire un autre format que je fais qui s'appelle Cut où on remonte des films à la manière d'eux et leur proposer bon, éventuellement d'en mettre. Je sais pas, ça pourrait être marrant s'ils sont vraiment un petit peu dans le délire. C'est trop génial ce que tu racontes parce que j'ai un projet sur ma chaîne où, bon, je le lance comme ça au débeauté, mais où il y a des dialogues montés d'une certaine façon, ça fait une scène et Ouais. on les remonte d'une autre façon et ça fait complètement une autre scène. Et c'est Ah que putain, sur d'accord. voilà. Et en fait, ça fait genre plein d'histoires avec des bouts de phrases dits différemment par des personnages, pas par les mêmes personnes. Il y a toujours 5 ou 6 personnages, mais ils n'ont pas forcément les mêmes dialogues à chaque fois. D'accord. Putain, c'est cool ça. Écoute, j'espère que ça va marcher. Je suis en train de me prendre la tête un petit peu pour qu'il n'y ait pas une virgule qui change dans le texte, mais que Ouais. ça change absolument toute l'histoire. Très très curieux de voir ça. Du coup, il faut être un peu vague sur Ouais. certains trucs J'imagine. J'imagine. pour que ça fonctionne. Du coup, c'est des dialogues que vous enregistrez vous? Ou Ouais, d'accord, ok. Pas de dialogue issu d'un. D'accord. Hein. Attends, du coup, t'en as déjà sorti ou pas du tout. non, C'est non, d'accord. complètement en projet. C'est complètement en idée pour l'instant. Très très curieux de voir ça. Hein. Parfait. Écoute, ça m'a fait tellement plaisir d'avoir cette discussion avec toi depuis le temps. Eh ben, pareil. Avant le prochain Burger Quiz qui se fera je ne sais pas quand. Bah, j'espère en septembre, non? Bah, pour Frames, là, alors, enfin, Frames, on sait pas encore, bah, avec tout ce qui est en train de se passer, on sait pas si ça va être encore faisable. On est en train de voir. Enfin, l'équipe est en train de voir ce qui est possible. Et ça sera a priori plus en octobre qu'en septembre, si ça se fait. Mais il y a de très bonnes chances que quand même ça se fasse d'une manière ou d'une autre. Mais moi, Ouais, je super. suis à 2 heures de Frames. Je suis à Parfait. 2 heures, voilà. Donc, je viens faire un burger quiz, je viens Cool. battre les concurrents. Et puis comme ça, c'est l'occasion de voir les copains, quoi. Ça fait Ah plaisir. ouais. Mais carrément. Non, ça serait vraiment, j'espère que ça va pouvoir se faire, parce que c'est quand même
un rendez-vous assez ouf. Bah, Et, c'est le meilleur festival, hein, on va pas se mentir. En termes de non, web, moi, je trouve que bah, oh non, mais honnêtement, moi, je suis très, très fan de ce qui est proposé là-bas. Je trouve que c'est un vrai festival de contenu et pas juste de dédicaces où tu rencontres pas vraiment. Je trouve que pour les ouais, gens qui viennent, ils ont vraiment une vraie rencontre de qualité avec leur cinéaste, quoi. ouais. Avec des vrais débats, genre, en plus que des cinéastes qui ont des choses à dire intéressantes, qui font du contenu de fond. Donc, non, il est hyper quali, ce festival, franchement. Ça fait plaisir. C'était vraiment l'idée à la base. C'est pour ça que les dédicaces, on les a arrêtées dès la deuxième année, je crois. Ou la troisième, je sais plus. Parce que c'était tellement pas justement dans l'idée globale du truc. Et finalement, ça marche très très bien comme ça. C'est un Rencontre, autre rapport, débat, quoi. Ouais. parler du contenu, du fond et pas voilà, moi, je fais mes lives, tu vois, une fois par jour pour apprendre des choses avec des gens. C'est ça qui m'intéresse. Mm. J'ai pas forcément envie de connaître ton parcours, même s'il est très chouette et puis on est amis, donc on peut s'en parler. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas de se focaliser sur la personne, mais c'est de se focaliser sur un contenu. Et C'est la un personne peu, apporte du grain à moudre à la bien sûr, réflexion, quoi. carrément. Ce que vous faites à Frames, en proposant des rencontres, ateliers où tout le monde bosse en amont et c'est un petit peu calibré du coup. Et on va faire en sorte que ça dure. On va faire en sorte. Yeah! Team Bon, Frames. on sera bien, on saura bien assez tôt si ça se fait ou pas. Tu seras la première au courant. Ça- Ouais. Et moi, j'ai hâte de jouer dans un de tes films, si un jour tu veux. Hey. Ok, rendez-vous pris. Allez! Ça aura été décidé aujourd'hui. Voilà, Parfait. vous êtes tous témoins, un J'en rôle de ouf, serai. de psychopathe. Tu sais que ça part d'un délire, mais j'avais lancé le même truc à Amy LTR, Ouais. qui m'a écrit un rôle de psychopathe dans Suderis, juste après. Elle me l'a envoyé genre un mois après. Elle m'a fait meuf. Génial. Tu m'as dit ça, je t'envoie ça. J'ai fait putain, mais t'es chambé toi quand tu dis un truc. Et je sais pas si tu l'as vu, elle a fait 1 million de vues en une semaine. Ah, j'avais pas vu, d'accord. Elle a tout Génial. défoncé, elle a tout fait elle-même. Ça s'appelle Suderis, tu peux aller voir sur sa chaîne. Et moi, Ah, j'ai un rôle, bah, tu verras. Voilà. cool. Bah écoute, je vais aller voir ça dans la foulée. Mais écoute, j'en serai en tout cas honoré. Je Bon, t'embrasse, mon François. eh Je te ben, rappelle en privé juste après pour débriefer. ça roule. Je t'embrasse. Salut à tous et merci d'avoir été 111, 111, 111. J'adore ces chiffres. J'adore, j'adore. Un plaisir de Salut! s'élever. Ciao. Ouais, ouais, j'adore ça. Ciao.